Je me suis pas du tout agitée. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de self-control et énormément de sang-froid. C'est certainement lié à mes années de vie professionnelle et à la solitude des prises de décision dans des cas difficiles. Mais c'était vraiment un mode action, non pas pour remplir ma vie, mais pour répondre à tous les besoins essentiels de mon mari. Frédérique est une femme sûre d'elle, pragmatique, une ancienne chef d'entreprise. Il y a quelques années, son mari a été diagnostiqué d'un cancer du foie. Très rapidement, Frédérique a tout pris en main. Et alors que son mari était paralysé par le choc du diagnostic, elle s'est surprise à ressentir du détachement, de la détermination, un besoin d'agir. Parce que là, c'était le temps qui comptait, il n'en restait pas beaucoup. Je m'appelle Solène, bienvenue sur le podcast Bonjour Fred. Dans ce podcast, on parle du quotidien de celles et ceux qui aident un proche, ceux que l'on appelle les aidants. On essaye de vous donner des coups de pouce pour que vous puissiez donner des coups de main. Dans cet épisode, on va parler du choc que l'on ressent à l'annonce d'une maladie grave. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend qu'on a un cancer ? Est-ce que la sidération est un phénomène courant ? Et comment faire pour en sortir et essayer d'assimiler un tel diagnostic ? Frédérique a rencontré son mari, Pierre, dans l'entreprise où elle travaillait à l'époque. Pendant 30 ans, ils forment un couple qu'elle décrit comme atypique. J'ai rempli le rôle social du père en faisant bouillir la marmite et en montant des projets professionnels. J'étais chef d'entreprise. On a vécu en expatrié. Mon mari a rempli le rôle social de la mère en restant à la maison et en élevant nos 4 enfants. Parce qu'il gérait toute la logistique familiale. J'ai jamais changé une couche, j'ai donné très peu de biberons, j'ai pas allaité puisque je reprenais assez rapidement. J'ai jamais fait de machine à laver, j'ai jamais fait de cuisine. C'était Pierre, mon mari, qui prenait tout en charge. En avril 2017, ça fait plusieurs mois que Pierre, le mari de Frédérique, se plaint d'être fatigué. Quand vous avez une longue vie de couple ensemble, vous prêtez pas trop attention, vous voyez, vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte encore? Il est en tout centré, tout tourne autour de lui. Et en fait, il avait une douleur à l'épaule. Il pensait que c'était un blocage. Mais la fatigue est telle que Pierre a du mal à porter les sacs de course. Il s'essouffle beaucoup trop rapidement et ça l'inquiète. Alors il décide de faire plusieurs examens. Il se rend d'abord chez son médecin qui l'envoie faire des analyses. Et au mois de juin, il reçoit les résultats d'une prise de sang. Jusque-là, c'est mon conjoint, il est capable d'aller chez le médecin, il est capable de faire ses analyses, il fait tout seul, quoi. Il n'a pas besoin de moi à ce stade-là. Cette fois, ils sont ensemble dans leur salon. Il faisait super beau, des hiboux moyen-ducs avaient fait leur bébé dans le jardin, comme pour la 3e année consécutive. L'herbe était coupée, ça sentait bon, et Pierre est sur son Mac. De toute façon, il était tout le temps sur son Mac. C'est un grand mélomane. Il avait plus de 25 000 titres de musique numérisés. Donc, il est sur son Mac. Il ouvre, il me dit « Oh, je comprends rien. » J'ai envoyé à Mado. Donc, Mado, c'est Madeleine, la fille de Frédérique et Pierre. Et elle est médecin. Qui lui lit le résultat des analyses et qui lui explique effectivement qu'il y a un problème avec son foie. Donc là, à ce stade-là, moi, je me dis « Ok, c'est cool, une hépatite, ça soigne. » Et puis lui, je pense qu'il a dû se dire la même chose. Puis, ça va plus loin en termes d'imagerie médicale. Et puis, le diagnostic tombe début juillet 2017. Son anniversaire, c'est le 5 juillet. Et on découvre en fait qu'il a une néoplasie au foie, donc quelque chose qui est gros et qui est là. Et donc là, moi, j'imagine le pire, mais pour m'y préparer. Pas pour pleurer, mais pour m'y préparer. Quand ce diagnostic de néoplasie tombe, Madeleine, notre fille aînée, qui termine un stage de chirurgie digestive, me dit « Maman, papa a rendez-vous avec le professeur X pour expliquer ce qu'il a. Ce serait bien que tu sois là, s'il te plaît. » Elle n'avait pas besoin de m'en dire plus pour que je comprenne que c'était suffisamment grave pour que le diagnostic soit annoncé aux 2. Donc là, nous mettons les pieds pour la première fois à l'hôpital, en tout cas pour mon mari. Nous sommes reçus dans des conditions extraordinaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout reçus dans le bureau de consultation, mais bien dans son bureau privé. Même si je m'étais préparée au pire, voilà, là, je découvre que c'est un cancer primaire du foie, quoi. Après leur avoir annoncé la mauvaise nouvelle, le professeur passe en revue les prochaines étapes. Et il nous annonce que c'est opérable. Et le but du jeu, c'est d'expliquer aux patients quelle est la démarche. Et là, on rentre dans l'imagerie.
Il explique que toutes les modélisations qui ont été faites amènent quand même à hépatectomiser 66% de son foie, ce qui est le maximum de ce qu'on peut couper un foie. Hein. Si c'est bien ce que j'ai retenu, je ne suis pas médecin. Là, mon mari, qui est quelqu'un de très sensible, qui fait un malaise vagal à la moindre goutte de sang, je vois très bien qu'il ne va pas bien, il transpire, il sue. Et donc, en fait, ce professeur et son chef de service, je pense qu'ils n'ont pas fait de manutention de malade depuis un paquet d'années, transportent Pierre dans un brancard, dans une pièce à l'écart. Et voilà. Quand Pierre a appris qu'il avait un cancer, il a perdu connaissance. Comme si son cerveau n'arrivait pas, sur le moment, à intégrer cette nouvelle. Comme s'il essayait de défendre Pierre contre la violence de ce diagnostic. Pour comprendre ce qui s'était passé exactement, j'ai contacté Marie-Frédérique Baquet. Je suis Marie-Frédérique Baquet, je suis psychologue, psychanalyste, professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg. Marie-Frédérique a beaucoup travaillé sur l'annonce de la maladie en milieu hospitalier et le choc que cela représente pour les patients et pour leurs proches. Elle a aussi écrit, entre autres, le livre « La force des liens face au cancer ». Donc c'est un état de stress majeur. Je n'emploie pas le mot stress de façon légère. C'est un stress majeur puisque l'annonce du cancer est une véritable menace de mort. Car même si il y a des dénégations, même si le médecin va dire, écoutez, c'est un cancer du sein, alors vous voyez, c'est un petit cancer, ou bien c'est un cancer de petit grade, ou bien ce cancer du sein, on le connaît bien, etc., etc. Vous voyez, toutes ces minimisations et tous ces processus de réassurance, en fait, ne vont nullement modifier la menace de mort ressentie par le patient. Deuxièmement, ce qui va provoquer le stress majeur, c'est le fait d'être menacé de mort sans pouvoir fuir. Ça, c'est très important car le processus du stress est en effet toujours le même. Je suis menacé de mort. Ma réaction naturelle, qui est une réaction animale, c'est la fuite, le figement, être figé sur place ou l'attaque. Or, dans la situation d'annonce du cancer, vous voyez bien qu'on est à la fois incapable de se battre, fuir. Il y a des patients qui fuient, bien entendu, qui peuvent se lever et claquer la porte. Je l'ai déjà vu pour avoir assisté à de nombreuses consultations d'annonce. Et en général, il reste une seule situation, c'est celle du figement. C'est-à-dire que la personne est sidérée, elle est paralysée, elle est bloquée et en général, elle est obnubilée sur les paroles du médecin. Marie-Frédérique insiste sur le fait que l'état de choc ressenti dans un premier temps est très courant. C'est normal d'être sidéré devant la violence d'un diagnostic grave, surtout lorsqu'on ne peut pas fuir la menace qu'il représente. Elle explique que la sidération va ensuite s'apaiser progressivement. Elle peut durer de quelques minutes à plusieurs heures, même plusieurs jours. Mais en général, elle va s'apaiser progressivement, et ce d'autant plus que le patient est entouré. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que notre patient ne soit pas isolé, qu'il puisse parler. Car attention, la tendance de tous les soignants, des médecins, c'est de rassurer précocement le patient en lui disant des détails, etc. Mais ça ne sert à rien. La seule solution, c'est d'écouter le patient. J'ai voulu comprendre comment, quand on est en état de sidération, on peut sortir de ce choc initial. Ce que Marie-Frédérique m'a expliqué, c'est que pour pouvoir assimiler la nouvelle, il faut absolument avoir la possibilité de verbaliser ce qu'on vient d'apprendre. En posant des questions assez simples. Comment vous sentez-vous en ce moment ? Qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Vous voyez, et à ces questions, les patients répondent relativement facilement, surtout s'ils sont dans une situation de confiance, bien entendu, et d'allègement de l'angoisse. La prise de conscience, c'est un processus cognitivo-affectif, c'est-à-dire à la fois j'ai une connaissance. Par exemple, j'ai un cancer, mais de plus, chez les humains, nous avons les affects, qui sont des représentations mentales, c'est-à-dire des séries d'images qui sont engendrées par les mots. Par exemple, j'ai un cancer, aussitôt, je vais associer sur des images de cancer que j'ai vues. Et donc, la prise de conscience, c'est donc à la fois accepter le mot,
mais aussi accepter toutes les représentations qui sont liées à ce mot. Les représentations liées au cancer sont dans la plupart des cas assez effrayantes. Elles peuvent remonter à des lectures, des films ou encore à des expériences vécues pendant l'enfance. Par exemple, à des proches que l'on a vus suivre des chimiothérapies et devenir très affaiblis. Et ce qui est essentiel pour pouvoir assimiler la nouvelle de la maladie, c'est justement de verbaliser ces représentations. Mettre des mots sur ces images qui nous ont fait peur. Parce que si l'on parvient à identifier cette peur qu'on associe à la maladie, on va pouvoir la rationaliser jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un obstacle pour l'accepter. Ah oui, je me rappelle que mon grand-père avait eu un cancer lui aussi et il était mort dans d'atroces souffrances, par exemple. Imaginons ça. Eh bien ça, évidemment que j'ai pas pu le dire au médecin quand il m'a annoncé mon cancer. Mais par contre, ce lien-là va me permettre de comprendre que ce que j'ai vécu de mon grand-père à l'agonie, aujourd'hui, c'est différent. Parce que la médecine a changé, parce que on s'occupe mieux des malades, etc. Et donc, je vais pouvoir, au lieu de verrouiller à mon tour certaines images qui sont en fait extrêmement angoissantes, je vais pouvoir les dire à mon psychologue, par exemple, et je vais pouvoir les associer à des connaissances actuelles. Et donc, c'est comme ça que l'état de choc va diminuer parce qu'il va être progressivement mentalisé, c'est-à-dire intégré dans la vie psychique du sujet. Dans le bureau du professeur, Frédéric, elle, n'a pas eu la même réaction que son mari. Elle ne s'est pas évanouie, elle ne s'est pas non plus figée. Alors, d'abord, je ne pensais qu'à mon mari. Je n'ai absolument pas pensé à moi. La résiliente, la forte du couple, c'est moi, c'est pas lui. Donc, je me suis dit, merde, comment il va réussir à se battre contre ça ? Parce que pour mon mari, c'est ce qui fait la richesse des couples complémentaires. Pour moi, le verre est à moitié plein. Pour lui, il est toujours à moitié vide. Mon mari, c'est le genre, on va lui montrer un beau ciel bleu avec un magnifique soleil. Il m'a dit, tu déconnes, regarde, il y a un nuage là, ça va pas. Donc, je ne pense qu'à lui et je me dis, merde, comment va-t-il réussir à faire face ? Il n'a jamais eu à se battre. Il a eu une vie très facile parce qu'il est né dans une grande famille bourgeoise avec une petite cuillère en platine dans la bouche. Et ensuite, il a eu une femme qui lui a permis d'assumer ce rôle de père au foyer, qui n'est pas un schéma normal dans notre modèle sociétal. Donc, je me dis vraiment, est-il réellement armé pour se battre et faire face à ça ? Après le diagnostic, le mari de Frédéric a préféré s'en remettre à son entourage. Pierre n'a pas voulu savoir ce qu'on allait lui faire, donc Madeleine et moi, on a pris le relais et on a accepté pour mon mari l'opération qui allait avoir lieu. Et là, oui, là, c'est compliqué. Un mois plus tard, donc on est en juillet. Le rendez-vous pour l'opération de Pierre est fixé. Le professeur, il a un agenda blindé jusqu'à pétaouchnock. Il annule des opérations pour opérer en urgence. Mon mari, je crois que c'est le 11 août, un truc comme ça, j'ai le souvenir. C'est pas une belle période parce que j'ai eu 50 ans le 7 août et j'étais avec un mari très malade, très fatigué et la situation anxiogène du diagnostic. Mon mari est opéré, il est entre de bonnes mains. L'opération démarre à 8h du matin, elle devait durer 11 ou 12 heures. Au bout de 8 heures d'intervention, le chirurgien appelle Frédéric. Et en fait, il m'appelle à 4h de l'après-midi en me disant qu'il n'a pas de bonnes nouvelles et que le foie de mon mari a décompensé. Quand on décompense, ça veut dire que l'organe se dégrade. Donc, grosso modo, l'histoire est pliée, quoi. On est en mode survie, on ne sait pas combien de temps il va vivre, mais ça ne va pas durer très longtemps. Alors, comme il n'a pas voulu savoir, on n'a jamais dit clairement que l'opération n'avait pas fonctionné. Voilà. C'était le plus simple. De toute façon, c'était pas quelqu'un qui avait les ressources pour se battre en lui. Donc, moi, il en savait, mieux c'était. Voilà. Mais pour ça, il faut bien connaître les gens pour le savoir. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé parce qu'en toute fin de vie, on était à 3 semaines de son décès, il n'y avait plus rien qui marchait. Et puis surtout, il avait décidé d'arrêter la nourriture parentérale. Donc la nourriture parentérale, c'est des poches, qu'on vous injecte, des poches de nourriture qu'on passe la nuit. Parce que quand vous êtes très malade du foie, je veux dire, vous ne retenez pas grand-chose. Donc au moins, ça lui permettait de garder un poids à peu près correct. Quand il a décidé d'arrêter ça, parce qu'il se disait tous les soirs une poche, tous les matins me faire débrancher, je dors pas bien, machin, etc. Bon, c'était sa décision, mais je savais que du coup, ça allait accélérer son départ. Il
il m'a juste dit une fois, ouais, je vais mourir. Et je lui ai dit, mais arrête, tu racontes des conneries. J'aurais dû lui dire, ouais, on va tous mourir. Mais j'aurais entretenu son anxiété. Il n'avait pas besoin de ça. Marie-Frédérique explique que les conjoints de patients atteints de cancer ont souvent tendance à être dans l'action dans les premiers temps qui suivent l'annonce de la maladie. Ils accompagnent leurs proches à l'hôpital, sont de toutes les consultations et partagent l'angoisse avec la personne malade. Sauf que parfois, cette activité effrénée ne peut pas tenir dans le temps. C'est très important de savoir qu'une angoisse chronique, une angoisse au long cours, à un moment donné, bascule dans le sens de la dépression. C'est-à-dire que, alors que quelqu'un d'angoissé va être en général assez actif et que l'activité va diminuer son angoisse parce qu'il a l'impression finalement d'agir et donc de ne pas être impuissant, eh bien, d'un seul coup, on va observer que cet aidant qui était tellement actif, qui venait à l'hôpital tous les jours, qui s'occupait du conjoint, etc., d'un seul coup ne vient plus. Ou bien vient beaucoup moins, ou bien est très ralenti, ou bien a des idées qui sont attristantes, ou bien des idées sombres, ou bien une perte d'espoir, ou bien un sentiment d'impuissance. Pour moi, c'est un meilleur signe quand un aidant, donc un proche vient me dire, écoutez, cette histoire me déprime vraiment, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a tout simplement une prise de conscience. Donc, la capacité à avoir conscience de l'éprouver, c'est-à-dire ce que j'éprouve dans le fait d'avoir appris que mon conjoint ou mon enfant a un cancer, on est déjà dans un bon signe, puisque la personne a une capacité intrapsychique, vous voyez, à l'intérieur d'elle-même, de se rendre compte de ce qu'elle ressent. Et de plus, elle est capable de l'exprimer, ce qui n'est pas le cas de tous les aidants. Donc pour moi, c'est un bon signe quand un aidant me dit « écoutez, ça va pas, je me sens triste, je me sens déprimée ». Tous ces sentiments ont donc besoin d'être verbalisés pour pouvoir être intégrés. Et comme les patients, qui ont besoin de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent pour accepter le diagnostic de cancer, les aidants ont eux aussi besoin de verbaliser leurs sentiments vis-à-vis de cette situation angoissante. Les aidants peuvent se retrouver dans des groupes d'aidants, ça c'est important, qui peuvent se trouver par exemple dans les hôpitaux. Il peut y avoir des groupes de parole des aidants et par ailleurs, ils peuvent se faire aider aussi par leur médecin généraliste, voire par un psychologue en libéral à l'extérieur, mais en tout cas, il est certain qu'il leur faut une aide. Frédérique m'a raconté qu'après l'échec de l'opération, elle a été surprise par ce qu'elle a ressenti. Je pensais que j'allais être submergée par l'émotion, la compassion, parce que je suis quelqu'un de très compassionnel et d'empathique. Et se met en place un détachement. Et je l'ai fait sans culpabilité. C'est-à-dire que j'ai continué à avoir des sentiments pour cet homme qui m'accompagne et qui est le père de mes enfants. J'ai rien perdu de ce lien. Mais il y avait une espèce de détachement qui s'est mis en place pour que je sois capable de faire face et de l'accompagner, de le porter. Et après, je me suis dit qu'il y avait un temps pour tout. Et là, c'était pas le temps pour pleurer sur son sort. Il fallait vivre l'instant présent et c'était l'instant de l'amour. Voilà, il y avait un temps pour tout et celui de pleurer, et celui de se lâcher, et celui de s'effondrer n'était pas encore arrivé. C'était le temps présent, c'est le temps des émotions, c'est le temps de l'amour, c'est ça. Vous venez d'écouter le podcast de Bonjour Fred, réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Clara Garnier-Amouroux a mené les interviews et assuré l'écriture de cette série. Clément Bélanger était à la réalisation et il a aussi composé la musique. Merci à Frédérique et Marie-Frédérique Baquet de nous avoir accordé leur temps. Si vous avez envie de nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à fred@bonjourfred.com. À bientôt!